Quelle est la véritable valeur d'une seule pièce d'1 euro? Pour la plupart des gens, ce n'est rien. Une pièce oubliée au fond d'une poche, même pas assez pour un café. Mais si cet euro était une clé, un test, et si le geste le plus insignifiant que vous ayez jamais reçu était en fait le moment le plus important de votre vie? Ceci est l'histoire d'Anja Dubois, une serveuse noyée sous les dettes et le désespoir qui a servi un repas à l'un des milliardaires les plus secrets du monde. Il lui a laissé un pourboire d'1 euro sur une addition de 5000 euros. Mais c'est ce qu'elle a fait ensuite, sa simple réaction inattendue, qui a déclenché une chaîne d'événements qui allait révéler un secret vieux de plusieurs décennies et changer son destin pour toujours. Restez avec nous. L'air au moineau doré était différent. Il était plus épais, plus lourd, parfumé par l'argent, et le genre de fragrance qui ne venait pas d'un grand magasin. Anja Dubois le respirait chaque soir, et chaque soir, elle avait l'impression d'inhaler un monde qu'elle pouvait servir, mais auquel elle ne pourrait jamais appartenir. Le restaurant, un bastion de l'élégance parisienne du vieux monde niché dans une rue calme et arborée du 16e arrondissement, était un théâtre, et elle n'était qu'un élément du décor. Ses pieds lui faisaient mal. C'était une douleur familière, profonde, qui partait de la voûte plantaire et irradiait dans ses mollets, un rappel constant des services de 12 heures. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement née d'années de pratique, jonglant avec des plateaux chargés de coquilles Saint-Jacques poêlées et de risotto à la truffe. Son sourire était un masque soigneusement construit. C'était un bon masque. Il le fallait. Il cachait l'épuisement, l'anxiété rongeante face à la pile de factures médicales sur la petite table de sa cuisine, et le fantôme d'un rêve dont elle était trop fatiguée pour même se souvenir la plupart du temps. Il y a à peine 3 ans, ses mains, maintenant calleuses à cause des assiettes chaudes et du polissage des couverts, étaient couvertes d'argile et de fusain. Anja avait été l'élève la plus brillante en sculpture à l'école des beaux-arts. Son travail était décrit comme viscéralement vivant. Elle pouvait voir des formes dans des blocs de marbre, sentir des histoires dans du fil de fer torsadé. Puis, il y a eu ce coup de téléphone. Sa jeune sœur, Léna, diagnostiquée avec une maladie auto-immune rare nécessitant des traitements expérimentaux non entièrement couverts par l'assurance maladie ou leur modeste mutuelle. Leurs parents étaient partis, perdus dans un accident de voiture des années auparavant, laissant Anja comme seule tutrice de Léna. Le choix n'en a jamais été un. Elle a abandonné ses études, vendu ses burins et ses outils, et a pris un plateau. La bourse des beaux-arts. Hertz s'est évaporée, remplacée par la réalité implacable du loyer et des franchises médicales. Ce soir-là était un mardi, une soirée habituellement plus calme et plus gérable. Mais une réservation tardive était arrivée sous un nom discret. Monsieur Leclerc. Le maître d'hôtel, un homme perpétuellement stressé nommé Laurent, avait pris Anja à part, sa voix un murmure bas et urgent. Dubois, la table 7, c'est un gros poisson. Très, très gros. Pas d'erreur. Ne soyez pas trop bavarde. Ne soyez pas invisible. Soyez simplement parfaite. Anja hocha la tête, le hochement de tête déférent et exercé d'une serveuse chevronnée. La table 7 était la meilleure du restaurant. Une alcôve isolée avec une banquette en velours moelleux qui offrait une vue panoramique sur le jardin privé du restaurant. Quand le groupe est arrivé, le bourdonnement habituel de la salle à manger a semblé baisser de quelques décibels. Il y avait 2 hommes. Le premier était F, assis à lire, Grégoire Thorne. Il avait la fin de la quarantaine, une crinière de cheveux argentés, un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la voiture d'Anja, et une Rolex qui captait la lumière à chaque geste expansif. Il dégageait une confiance lisse et prédatrice. C'était le genre d'homme qui aimait être remarqué. L'autre homme était celui qui retenait la gravité de la pièce. Il était plus âgé, peut-être dans la fin de la soixantaine, avec un visage qui semblait avoir été sculpté dans du granit. Ses cheveux étaient d'un blanc éclatant, mais ses yeux, profonds et d'une obscurité surprenante, ne manquaient à rien. Il portait un simple costume gris foncé, impeccablement coupé, mais dépourvu de toute marque ostentatoire. Il n'a pas parlé en s'asseyant. Il a simplement absorbé l'espace autour de lui. Sa présence un poids silencieux et immense. C'était Damien Leclerc. Anja connaissait ce nom. Bien sûr, tout le monde le connaissait. Leclerc était une légende, un fantôme. Il était l'architecte d'un empire mondial de la technologie et de la logistique. Un homme qui avait notoirement commencé avec rien d'autre qu'une seule idée brillante pour optimiser les chaînes d'approvisionnement dans sa vingtaine. Sa fortune était maintenant estimée à 50 milliards d'euros,
mais il était pathologiquement privé. Il existait moins d'une douzaine de photos authentifiées de lui. Il ne donnait aucune interview, n'assistait à aucun gala, et sa société, Leclerc Consolidate, était une forteresse. Le voir ici, en chair et en os, c'était comme apercevoir une créature mythique. « Bonsoir, messieurs », dit Anja, sa voix douce et égale, ne trahissant rien du choc qu'elle ressentait. « Je m'appelle Anja et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je vous proposer de l'eau pour commencer ?» Grégoire Thorne agita une main dédaigneuse. De la Voss, plate, 2 bouteilles. Et nous rendrons le château Margaux 98 pouces. Il ne la regarda pas, ses yeux parcourant déjà le menu avec un air de supériorité. Damien Leclerc, cependant, la regardait directement. Son regard n'était ni méchant, ni amical. Il était analytique, scrutateur. On aurait dit, moins qu'il voyait une serveuse qu'il n'examinait un spécimen, notant le léger tremblement dans sa main, alors qu'elle versait l'eau, la légère usure sur le poignet de son uniforme, la façon dont son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. C'était troublant. « Merci, Anja, » dit-il. Sa voix était un baryton grave, rocailleuse avec l'âge, mais claire comme du cristal. C'était la première fois depuis longtemps qu'un client utilisait son nom avec une telle clarté délibérée. Le repas fut un exercice de tension. Grégoire Thorne parlait le plus, se vantant d'une acquisition récente, citant des noms de politiciens et de PDG, un paon faisant la roue pour un public peu impressionné. D'Amy, Ken Leclerc disait très peu. Il mangeait lentement, délibérément, ses yeux sombres se levant parfois pour observer Anja alors qu'elle débarrassait une assiette ou remplissait un verre. Chaque fois, elle sentait l'intensité de son observation, comme un contact physique. Il lui posa une seule question inattendue lorsqu'elle présenta les cartes des desserts. « Anja, dit-il, coupant le monologue de Thorne, ce pommeau. » Il désigna de sa fourchette l'ananas en bois finement sculpté au sommet du montant d'angle de la banquette. « Il est nouveau. » Anja fut surprise. Le pommeau original avait été cassé un mois auparavant par un client turbulent. Le propriétaire, M. Rousseau, avait demandé un devis pour le faire réparer par un professionnel, un devis qui lui avait fait monter les larmes aux yeux. Alors Anja avait emporté les morceaux brisés chez elle. Dans les quelques heures, précieuses entre la fin de son service et le moment où le sommeil la gagne, elle avait soigneusement collé, comblé et resculpté les parties endommagées, en respectant parfaitement le dessin original. Elle avait utilisé les derniers de ces vieux outils de sculpture sur bois. Elle n'en avait parlé à personne. « Oui, monsieur, l'ancien était endommagé, » dit-elle, choisissant ses mots avec soin. « Celui-ci est mieux, » affirma Leclerc, non pas comme un compliment, mais comme un fait. Les lignes sont plus nettes, plus assurées. Il se retourna vers son menu, laissant Anja debout dans un silence stupéfait. Grégoire Thorne lui lança un regard agacé, irrité par l'interruption. Ils sautèrent le dessert et demandèrent d'eau l'addition. Anja passa la carte, un morceau de métal noir sans relief, sans nom, juste un numéro. Le total s'élevait à 4 815 € et 62 centimes. Elle posa le porte-addition en cuir sur la table. Thorne était déjà au téléphone, concluant une autre affaire d'une voix forte. Leclerc prit le porte-addition, griffonna une signature, et plaça quelque chose à l'intérieur. « Merci, Anja, » dit-il à nouveau, ses yeux rencontrant les siens une dernière fois. C'était un excellent repas. Puis ils partirent, laissant un sillage de silence derrière eux. Ses collègues serveurs la regardèrent avec un mélange d'admiration et d'envie. La table Leclerc, le pourboire, ce serait légendaire, assez pour couvrir le prochain cycle de traitement de Léna, peut-être même rembourser une partie de sa dette de carte de crédit. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, un oiseau frénétique se débattant contre ses côtes. Elle attendit 5 bonnes minutes, laissant ses mains se calmer avant de retourner à la table. Elle ramassa le porte-addition en cuir. Il semblait étrangement léger. Son souffle se coupa. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, sur la ligne réservée au pourboire, Damien Leclerc avait écrit d'une écriture ferme et claire. 1 €. À côté, le total général. 4 816 € et 62 centimes. Glissé dans la pochette se trouvait le ticket de carte de crédit signé et une seule pièce brillante d'1 €. Le monde bascula sur son axe. Le bourdonnement du restaurant s'estompa en un grondement sourd dans ses oreilles. 4 800 € et 1 € de pourboire. Ce n'était pas juste radin, c'était une insulte, une déclaration délibérée, calculée, qui vous brisait l'âme. Tous les yeux du restaurant étaient tournés vers elle, attendant de voir le pourboire légendaire, attendant de voir sa réaction. Et tout ce qu'elle pouvait faire,
c'était de fixer cette unique et solitaire pièce d'1 €. Anja resta figée, le porte-addition en cuir serré dans sa main. La pièce d'1 € à l'intérieur semblait plus lourde qu'un bloc de plomb. C'était une pièce neuve, si brillante qu'elle aurait pu être frappée le matin même. Le visage de l'homme de Vitruve la fixait, son expression impassible, presque moqueuse. 1 €, le chiffre résonnait, dans la chambre silencieuse de son esprit. Ce n'était pas seulement l'absence d'un pourboire généreux. Un 0 aurait été préférable. Un 0 aurait pu être un oubli, une erreur commise par un homme peu habitué à gérer ses propres affaires. Mais 1 € était intentionnel. C'était un geste qui exigeait de la réflexion. C'était un message. Sa première réaction fut un éclair de fureur aveuglante et brûlante. Comment osait-il? Cet homme qui pouvait acheter tout le pâté de maison sans même s'en apercevoir, qui dépensait 5 000 € en vin et en nourriture pour un dîner décontracté un mardi soir, l'avait regardé dans les yeux, avait utilisé son nom, puis lui avait laissé un pourboire inférieur au coût d'un ticket de métro. Il avait commenté sa sculpture, vu son travail, puis l'avait renvoyé avec la somme la plus méprisante possible. L'humiliation était une chose physique, une sensation de brûlure qui lui montait au cou et lui serre, ayette la gorge. Son collègue, un serveur blasé nommé Benoît, s'approcha d'elle. « Alors, ne nous laisse pas dans le suspense. Il t'a acheté un appartement » murmura-t-il, les yeux brillants d'une avidité par procuration. Anja ne pouvait pas parler. Elle se contenta d'ouvrir le porte-addition et de lui montrer. La mâchoire de Benoît tomba. Il cligna des yeux, puis regarda à nouveau. Un sifflement étouffé s'échappa de ses lèvres. Pas possible. Non, pas possible. Le clerc, le milliardaire, t'a laissé 1 €. Son murmure se transforma en un rire étranglé d'incrédulité. C'est brutal, ça. C'est plus froid que la chambre froide. La nouvelle se répandit parmi le personnel comme une traînée de poudre. Les chuchotements se transformèrent en regards insistants. La sympathie dans leurs yeux était mêlée d'une curiosité morbide, le genre de curiosité que les gens réservent à un accident de voiture. Le pourboire légendaire était en effet laid, gendaire, mais pour toutes les mauvaises raisons. Anja sentit son masque soigneusement construit commencer à se fissurer. Le sourire professionnel vacilla. Ses épaules s'affaissèrent. Elle voulait courir, aller aux toilettes du personnel et soit crier, soit fondre en larmes. Laurent, le maître d'hôtel, arriva en trombe, le visage comme un nuage d'orage. « Qu'est-ce que j'entends? Laissez-moi voir ça. » Anja le lui tendit. Laurent fixa le reçu, son visage devenant d'un rouge tacheté. Incroyable, le culot de ces gens. Ils pensent que le monde leur appartient. Il regarda Anja, son expression un mélange de pitié et de frustration. « Écoutez, Dubois, ne le prenez pas personnellement. Ces types, ils vivent dans une autre réalité. Il n'y a probablement même pas pensé. » Mais Anja savait que ce n'était pas vrai. Damien Leclerc y avait pensé. Chaque action qu'il entreprenait semblait délibérée. De la façon dont il s'asseyait à la façon dont il l'observait. Il l'avait regardé droit dans les yeux. Il savait que c'était une déclaration. La question était « Qu'est-ce que ça essayait de dire ?» Elle se retira dans la petite salle de pause encombrée, la pièce d'1 € maintenant dans la poche de son tablier. Elle pouvait sentir ses bords nets à travers le tissu. Son esprit s'emballa, tourbillonnant dans une tornade d'émotions, rage, honte, confusion et un sentiment profond et intense d'injustice. L'argent lui-même n'était pas le problème. Pas vraiment. Oui, un gros pourboire aurait été une aubaine pour les frais médicaux croissants de Léna. Cela aurait été un bref répit face à la pression financière constante et écrasante. Mais il s'agissait de dignité. Son travail, son professionnalisme, son existence même dans cette salle à manger avaient été évalués à 100 centimes. Elle pensa à Léna, fragile mais féroce, dont le sourire était la seule chose qui faisait tenir Anja. Elle pensa à la montagne de factures, aux lettres rouges menaçantes sur les enveloppes. L'espoir qui avait follement fleuri dans sa poitrine pendant 2 heures avait été violemment éteint, laissant derrière lui un résidu de cendres amères. Le désespoir commença à s'infiltrer, froid et lourd. C'était sa vie, servir des hommes condescendants qui la voyaient même comme moins qu'humaine, à jamais courir après des factures qu'elle ne parviendrait jamais à devancer. Le rêve de l'artiste, de la sculptrice, ressemblait à une fantaisie tirée de la vie d'une autre personne. Elle sortit le reçu de sa poche et le regarda à nouveau. 4,815 € and 62 cents. Et puis sa signature, un paraphe fort et décidé. Damien Leclerc. En dessous, sur la copie client, il y avait l'espace vide où elle était censée simplement accepter cela. Et puis quelque chose changea. La colère était toujours là,
un charbon ardent dans ses entrailles. Mais quelque chose d'autre s'éleva pour la rencontrer, une étincelle tenace de défi. Le même esprit qui l'avait poussé à passer des heures à recréer méticuleusement un pommeau en bois cassé, sans salaire ni reconnaissance. Le même esprit que son père, un ingénieur brillant mais perpétuellement fauché, avait possédé. Il avait l'habitude de lui dire « Anja, ils peuvent prendre ton argent, ils peuvent prendre ton temps, mais ne les laisse jamais, au grand jamais, te prendre ta grâce. » Elle n'était pas juste une serveuse, elle était Anja Dubois. Elle était une sœur, elle était une artiste, et elle ne serait pas définie par l'euro méprisant de cet homme. Elle ne pleurerait pas, elle ne se plaindrait pas à nouveau à son directeur, elle ne laisserait pas cela la briser, elle répondrait. Une idée, audacieuse et terrifiante, se forma dans son esprit. Elle retourna dans la salle à manger qui se vidait maintenant et s'approcha de Laurent. « Laurent, dit-elle, sa voix calme mais ferme, j'ai besoin de la copie client de ce reçu, celle qu'il a signée. » Laurent la regarda, confus. « Pourquoi ? Pour un souvenir ? Anja, jetez-le. Oubliez-le. »« Je ne vais pas le jeter, dit-elle. Je vais faire autre chose. » Elle prit un stylo de son tablier. Sa main tremblait, mais pas de peur ou de faiblesse. Elle tremblait d'un étrange et exaltant sentiment de détermination. Elle lissa le reçu sur une section dégagée du bar de service. Pendant un instant, elle n'était plus dans un restaurant. Elle était de retour dans son atelier, une toile blanche devant elle. Ce petit bout de papier était sa toile maintenant. Elle ne serait pas impolie. Elle ne serait pas sarcastique. Ce serait jouer son jeu, s'abaisser au niveau de mesquinerie que l'euro suggérait. Elle s'élèverait au-dessus de cela. Elle lui donnerait la seule chose à laquelle il ne s'attendait clairement pas. Elle prit une profonde inspiration et elle commença à écrire. Le stylo semblait étranger, dans sa main, si différent du poids familier d'un ciseau ou d'un outil de modelage. Pourtant, alors qu'elle touchait le papier de la pointe, un sentiment de calme s'installa en elle. C'était sa réponse, sa seule chance de réclamer sa dignité face à l'indifférence froide d'un milliardaire. Elle n'écrivit pas sur la copie du commerçant, celle qui devait être classée. Elle prit la copie client, celle destinée aux archives de Leclerc, qu'il avait laissée sur la table. C'est sur ce bout de papier, à côté de sa signature puissante et de l'insultant pourboire d'1 €, qu'elle allait prendre position. Son écriture était soignée, un vestige des années de cours de dessin technique aux Beaux-Arts. Elle écrivit avec soin, choisissant ses mots non pour blesser, mais pour transmettre une vérité qu'il avait négligée. « Monsieur Leclerc, merci d'avoir dîné au Moineau doré ce soir. Sur ce reçu, vous avez évalué mon service à 1 €. Je l'accepte, non comme une insulte, mais comme un défi. Vous voyez, une simple pièce d'1 € peut être puissante. Pour certains, c'est le début d'une fortune. Pour d'autres, c'est le repas qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir. Elle peut être une graine, ou elle peut être un symbole. Vous êtes un homme qui comprend clairement la valeur de construire quelque chose à partir de rien. Alors, je traiterai cet euro avec le respect qu'il mérite. Je l'investirai non pas en actions ou en obligations, mais dans un moment de gentillesse pour quelqu'un qui en a plus besoin que moi. Peut-être qu'il achètera un café pour une personne sans abri par un matin froid, ou une fleur pour quelqu'un qui passe une mauvaise journée. Merci pour ce rappel que la vraie valeur n'est pas toujours ce qui est écrit sur un chèque, mais ce que l'on choisit de faire avec ce que l'on reçoit. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Sincèrement, Anja Dubois, table 7. L'artiste qui a réparé l'artiste, 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 qui a réparé
réparé l'artiste, qui a 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 réparé l'artiste, qui... Pommeau. Elle ajouta la dernière ligne sur une impulsion, une dernière affirmation silencieuse de son identité au-delà de l'uniforme. Elle relut les mots. Ils n'étaient pas colériques, ils n'étaient pas serviles. Ils étaient simples, directs et remplis d'une grâce tranquille qu'elle ne se savait même pas posséder. C'était une réponse qu'il n'aurait pas pu anticiper. Elle avait pris son geste de mépris et l'avait transformé en un acte de charité, retournant subtilement la situation contre lui. Elle avait refusé d'être la victime. Benoît la regardait, son expression d'une totale perplexité. « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu lui écris une plainte ? Ils vont te virer, Anja. »« Non, dit-elle en pliant soigneusement la note. Je clôture juste l'addition. » Son geste suivant fut encore plus audacieux. Elle se dirigea vers la réception où Laurent triait les réservations de la soirée. « Laurent, j'ai besoin d'une adresse, dit-elle. « Quelle adresse ? Ce ? Anja, rentrez chez vous. Reposez-vous. L'adresse de réservation pour Monsieur Leclerc. Vous l'avez dans vos dossiers. Je dois lui envoyer son reçu. » Laurent la regarda comme si une deuxième tête lui avait poussé. « Vous êtes folle. Nous ne contactons pas les clients, surtout pas ce client. Vous allez me faire virer. Vous allez vous faire mettre sur liste noire de tous les restaurants de cette ville. » « Il a laissé sa copie, insista Anja, sa voix inébranlable. C'est une dépense professionnelle. Il en aura besoin pour ses archives. C'est mon devoir professionnel de m'assurer qu'il la reçoive. » Elle utilisait le langage du secteur des services, un bouclier de professionnalisme pour son plan audacieux. « Je ne dirai pas que je viens du restaurant, je vais juste l'envoyer par la poste, procédure standard. » Laurent argumenta pendant 5 minutes, mais il y avait une lueur tenace dans les yeux d'Anja qu'il n'avait jamais vue auparavant. Finale. Aimant vaincu et profondément inquiet, il griffonna une adresse sur un bout de papier. Ce n'était pas une adresse personnelle, mais le siège social de Leclerc Consolidated sur l'avenue Montaigne. « Je n'ai jamais fait ça, Dubois. C'est votre responsabilité. »« Merci, Laurent, dit-elle en prenant le papier. » Le lendemain matin, après seulement 4 heures de sommeil, Anja se réveilla avant son réveil. La première chose qu'elle fit fut de prendre la pièce brillante d'1 € de son uniforme. Elle alla à l'épicerie du coin, acheta un seul timbre et une enveloppe. Avec la monnaie, elle acheta un café chaud. En se rendant à la poste, elle vit un homme blotti dans l'embrasure d'une porte, frissonnant dans le froid matinal. Un vieil homme aux yeux lasses et aux mains rougies par le froid. Elle s'approcha de lui et lui tendit le café. « Tenez, dit-elle doucement, pour vous. » L'homme leva les yeux, surpris, et le prit avec un hochement de tête recot. Naissant. « Que Dieu vous bénisse, mademoiselle. » Anja sentit une étrange légèreté dans sa poitrine. Elle était allée jusqu'au bout. L'euro était déjà investi. Au bureau de poste, elle scella l'enveloppe contenant le reçu plié avec sa note à l'intérieur. Sa main plana au-dessus de la fente de la boîte aux lettres pendant un long moment. C'était le point de non-retour. Elle pouvait perdre son emploi. Elle pouvait devenir une paria dans l'industrie dont elle dépendait pour survivre, où rien ne pouvait arriver. La note pouvait être jetée par un employé du service courrier, pour ne jamais être vue par l'homme à qui elle était destinée. Elle pensa aux paroles de son père. « Ne les laisse jamais te prendre ta grâce. » Elle poussa l'enveloppe dans la fente. C'était fait. Les jours qui suivirent furent lourds d'anxiété. Chaque fois que Laurent la regardait, elle s'attendait à ce qu'il dise « Vous êtes renvoyé ». Chaque appel d'un numéro inconnu faisait bondir son cœur dans sa gorge.
Elle allait au travail, souriait de son sourire professionnel, s'occupait de Lena et essayait de prétendre qu'elle n'avait pas juste jeté une bouteille à la mer dans l'océan, le plus puissant et le plus imprévisible du monde. L'incident de l'euro s'était estompé des commérages du personnel, remplacé par de nouveaux drames. Pour tout le monde, c'était fini. Pour Anja, l'attente ne faisait que commencer. Une semaine passa, puis une autre. Rien. Le silence de l'avenue Montaigne était absolu. L'espoir qui avait vacillé en elle commença à mourir, remplacé par une résignation lasse. C'était un geste stupide et romantique. Bien sûr, il ne l'avait jamais vue. Elle avait pris position devant une salle vide. La vie continua, un cycle monotone de travail et d'inquiétude. Lena eut une mauvaise semaine et un nouveau médicament coûteux fut prescrit. La facture de la carte de crédit arriva et Anja sentit l'étreint et familière de la panique. L'euro, la note, le bref sentiment de pouvoir. Tout cela semblait un rêve lointain. Elle n'était de nouveau qu'une serveuse, et c'est tout ce qu'elle serait jamais. 70 étages au-dessus de l'avenue Montaigne, dans un bureau qui était moins un espace de travail qu'un temple du pouvoir minimaliste. Damien Leclerc était assis derrière un bureau, taillé dans une seule pièce de chêne récupérée. La pièce était silencieuse, la vue un balayage panoramique de la ville qui l'avait, à bien des égards, conquise. Son bureau était complètement vide, à l'exception d'une seule tablette et d'une petite enveloppe de couleur crème. L'enveloppe était arrivée par le courrier interne, signalée par sa fidèle assistante de direction, Marthe, pour sa nature inhabituelle. Elle lui était adressée personnellement, envoyée par courrier standard à l'adresse principale de l'entreprise, un canal que personne qu'il connaissait vraiment, NT n'utilisait jamais. Son courrier personnel était filtré par une demi-douzaine de couches de sécurité. Celle-ci avait réussi à passer à travers les mailles du système public. Il l'avait ouverte en s'attendant à une lettre de détraqué ou à une proposition commerciale non sollicitée. Au lieu de cela, il trouva la copie client de son reçu du moineau doré et glissait à l'intérieur une note manuscrite. Il lut les mots d'Anja Dubois une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième. Une sensation lente et inhabituelle fleurit dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'amusement, ce n'était pas de la colère. C'était un profond sentiment de surprise. Dans son monde, les gens réagissaient au pouvoir de manière prévisible. Ils se pliaient, ils rampaient, ils demandaient des choses, ils bouillonnaient d'une rage impuissante, ils menaçaient de poursuites judiciaires. Il avait bâti un empire sur sa capacité à prédire le comportement humain, à voir des schémas dans la cupidité, l'ambition et la peur. Ceci n'était pas dans son manuel. Il avait laissé le pourboire d'1 € pour une raison très spécifique. C'était un test, mais un test cruel, l'étape finale d'une évaluation à plusieurs niveaux. Son ami Dominique Rousseau, le propriétaire du moineau doré, avait été ses yeux et ses oreilles pendant des mois. Damien lui avait donné un ensemble étrange de critères. Il cherchait quelqu'un avec de l'intégrité, de la résilience, une intelligence discrète et une étincelle créative que les difficultés n'avaient pas réussi à éteindre. Rousseau avait mentionné Anja Dubois. Il avait parlé à Damien de son passé, de sa bourse annulée, de sa sœur malade. Il avait même mentionné en passant comment elle avait réparé le pommeau cassé sans qu'on le lui demande. Cela avait piqué la curiosité de Damien. Le pommeau était le premier test. Son commentaire à ce sujet au dîner visait à voir si elle sait, en attribuerait le mérite si elle serait vantarde. Elle ne l'avait pas été. Elle avait été modeste et professionnelle. Le deuxième test était son comportement tout au long du repas, endurant l'arrogance grossière de Grégoire Thorne avec un sang-froid inébranlable. Le pourboire d'1 € était le filtre final et brutal. Il était conçu pour provoquer une réaction émotionnelle brute, pour voir ce qui se cachait sous le vernis professionnel. Il s'attendait à de la colère, des larmes, une plainte au directeur. Il s'attendait à une réaction humaine typique. Il ne s'attendait pas à la grâce. Il ne s'attendait pas à la charité. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne son geste cynique et l'élève. Je l'investirai dans un moment de gentillesse. Cette phrase résonna en lui à un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis des années. Et la signature finale, l'artiste qui a réparé le pommeau, c'était une déclaration, non de défi, mais d'identité. Elle lui disait qui elle était, pas ce qu'il avait essayé de faire d'elle. Il pivota sur sa chaise et regarda la ville. La raison de cette recherche bizarre et secrète était un secret qu'il gardait précieusement, un poids de culpabilité qu'il portait depuis plus de 30 ans. Cela concernait le père d'Anja, David Dubois. Il y a des décennies, avant que Leclerc Consolidated ne soit un titan, Damien était un jeune entrepreneur impitoyable. David Dubois était un ingénieur brillant et doux,
travaillant dans une petite entreprise que Damian était en train d'acquérir. David avait développé un algorithme logistique révolutionnaire, un morceau de code si élégant qu'il était pratiquement de l'art. C'était la clé pour débloquer des gains d'efficacité massifs. Damian savait que c'était le travail de David, mais la propriété intellectuelle appartenait à l'entreprise. Il acquit la société, prit l'algorithme et bâtit son empire dessus. Il avait payé, et l'entreprise, bien sûr, mais David Dubois, le véritable génie derrière tout ça, n'obtint rien d'autre qu'une indemnité de licenciement. Damian s'était dit que c'était juste les affaires, mais il n'oublia jamais le regard dans les yeux de David, non pas de colère, mais d'une déception profonde et silencieuse. David mena ensuite une vie modeste, n'atteignant jamais le succès que son intellect méritait, et mourut trop jeune. La culpabilité avait rongé Damian pendant des décennies. Il ne pouvait pas défaire le passé, mais il pouvait réparer l'avenir. Il apprit que David avait 2 filles. Il voulait les aider, mais pas avec une simple aumône. Ce serait trop facile, une insulte à la mémoire d'un homme qui valorisait l'intégrité plus que la richesse. Il devait savoir si le caractère de David, sa grâce sous la pression, avait été transmis à son enfant. Il devait trouver l'artiste, pas seulement la survivante. La note d'Anja Dubois était la paix. Reuve. Elle était bien la fille de son père. Il appuya sur son interphone. « Marthe, passez-moi Evelyn Reed et trouvez tout ce que vous pouvez sur une jeune femme nommée Anja Dubois et sa sœur Léna Dubois. Antécédents médicaux, situation financière, tout. Soyez discrète. » Evelyn Reed était son avocate personnelle, une femme aussi tranchante et impitoyable qu'un éclat de verre. Elle s'occupait des affaires qui exigeaient une précision absolue et un sentimentalisme nul. Pendant qu'il attendait l'appel, Grégoire Thorne entra dans son bureau, tout sourire et confiance. « Damien, bonjour. Je suis sur le point de conclure l'affaire du port de Singapour. Il cède sur toutes nos exigences clés. » Damien ne leva pas les yeux de la note. « Grégoire, vous souvenez-vous de la serveuse du moineau doré l'autre soir ?» Thorne ricana. « La jolie ?» Vaguement. « Pourquoi ?»« Je lui ai laissé un pourboire d'1 €, dit Damien, sa voix plate. Thorne glousse. « Ah, j'ai vu ça, sauvage. Remettre le petit personnel à sa place. C'était à quel sujet ?»« Il s'agissait de voir ce qu'elle ferait, » dit Damien, regardant enfin Thorne, ses yeux sombres et froids. « Elle a pris la pièce, a acheté un café pour un sans-abri et m'a envoyé une lettre expliquant les principes de la vraie valeur. » Le sourire de Thorne vacilla. Il ne comprenait pas. « Une folle, alors. On en voit de toutes sortes. »« Non, » dit Damien, le mot comme un éclat de glace. « C'est une artiste. » Il plia la note et la plaça dans la poche de sa veste. « Grégoire, je vous mute à la tête de la division sud-américaine. Vous serez basé à Sao Paulo, avec effet immédiat. » Thorne était abasourdi. « Sao Paulo ? Mais l'affaire de Singapour. C'est une rétrogradation. Pourquoi ? Parce que vous avez vu une jolie serveuse à remettre à sa place, dit Damien en se retournant vers sa fenêtre. Et j'ai vu une personne de caractère. Votre perspective est limitée. Mitée. Allez l'élargir. Mon jet sera prêt pour vous demain. » Thorne resta là, bafouillant, mais il savait qu'il valait mieux ne pas discuter. Une décision de Damien Leclerc était aussi finale que la gravité. Il sortit du bureau à reculons, son monde renversé. L'interphone sonna. « Madame Reed est sur la ligne 1, monsieur. » Damien prit le téléphone. « Evelyne, dit-il, sa voix maintenant dépourvue de toute émotion. J'ai un nouveau projet pour vous. C'est une affaire délicate. Son nom est Anja Dubois. » L'onde de choc avait atteint le rivage. Maintenant, la marée était sur le point de tourner. 2 semaines après avoir posté la lettre, Anja s'était convaincue que ce n'était qu'un rêve oublié. La vie avait repris son rythme éreintant. L'état de Léna s'était stabilisé, mais le coût de son nouveau médicament était astronomique, anéantissant les quelques économies qu'Anja avait réussi à mettre de côté. Le moineau doré ressemblait plus que jamais à une cage. Les sourires forcés et les conversations polies agaçaient ses nerfs à vif. La brève lueur de défi qu'elle avait ressentie avait disparu, étouffée par le lourd manteau de la réalité. Un après-midi, une lettre arriva. Ce n'était pas une facture ni un prospectus publicitaire. L'enveloppe était faite d'un papier cartonné épais et crémeux. Son nom et son adresse étaient écrits dans une calligraphie élégante et fluide. Il n'y avait pas d'adresse de retour, seulement un simple sceau en relief au dos, un LR stylisé. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier cartonné assortie. Le message était bref et imprimé dans une police de caractère sévère et pragmatique. « Mademoiselle Anja Dubois,
Cette lettre sert d'invitation à une réunion pour discuter d'une affaire d'importance potentielle pour vous. La réunion se tiendra ce vendredi à 14 heures dans les bureaux de Reed et Associés, situés au 450 avenue Montaigne, bureau 5500. Une voiture sera envoyée à votre adresse à 13h15 pour vous escorter. Veuillez être ponctuel. Sincèrement, Evelyn Reed, Esques Reed et Associés. Avenue Montaigne. Un service de voiture. L'esprit d'Anja s'emballa. Elle n'avait jamais entendu parler d'Evelyn Reed. Quelle affaire d'importance potentielle. Sa première pensée fut qu'elle était poursuivie en justice, que Damien Leclerc, offensé par son audace, faisait s'abattre sur elle tout le poids de son équipe juridique pour l'avoir harcelée. La panique, froide et vive, la saisit. Elle allait perdre son emploi, être enterrée sous des frais de justice qu'elle ne pourrait jamais espérer payer. C'était la conséquence de sa stupide fierté. Elle passa les 2 jours suivants dans un état de terreur silencieuse. Elle n'en parla à personne, ne voulant pas inquiéter Léna, ni s'attirer les « je vous l'avais bien dit » de Laurent. Elle envisagea de ne pas y aller, de simplement disparaître. Mais la convocation était trop formelle, trop puissante. L'ignorer semblait ne pouvoir qu'aggraver les choses. Le vendredi, elle demanda son après-midi au restaurant, prétextant un rendez-vous personnel. À 13h15 précise, une berline noire, s'illustrée qu'elle ressemblait à une flaque d'ombre liquide, s'arrêta devant son modeste immeuble. Le chauffeur, un homme en costume impeccable, sortit et lui ouvrit la portière sans un mot. Le trajet vers le centre de Paris était surréaliste. Anja, dans son meilleur et unique blazer, se sentait comme une imposture alors que le paysage urbain passait des briques usées de son quartier à l'acier et au verre étincelant du triangle d'or. Les bureaux de Reed et Associés étaient au 55e étage. La réception était une étude de minimalisme intimidant. Sols en marbre blanc, murs en daim gris, et une seule réceptionniste terrifiante de sévérité, qui la dirigea vers une salle de confet, rance. La salle avait un mur de verre avec une vue qui semblait s'étendre jusqu'au bout du monde. Anja s'assit à l'énorme table en acajou, les mains étroitement jointes sur ses genoux, se sentant plus petite qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vie. Après quelques minutes, la porte s'ouvrit et une femme entra. Elle avait la cinquantaine, des traits fins et intelligents, les cheveux tirés en un chignon sévère et des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver. Elle portait un tailleur pantalon gris parfaitement coupé. Elle dégageait une aura de compétence si intense que c'était pratiquement un champ de force. « Mademoiselle Dubois, dit-elle, sa voix nette et dépourvue de chaleur, « je suis Evelyn Reed. Merci d'être venue. Je vous en prie, prenez de l'eau. » Elle désigna une carafe sur la table, mais n'attendit pas de réponse. Elle s'assit en face d'Anja, plaçant un mince portefeuille en cuir sur la table entre elles. « Je serai direct, car je trouve que cela fait gagner du temps, » commença Evelyn. « Je représente un client qui s'est intéressé à votre situation. Ce client a pris connaissance de certaines difficultés financières que vous rencontrez, notamment en ce qui concerne les soins médicaux de votre sœur. » Le sang d'Anja se glaça. « Qui était votre client? Est-ce que c'est Damien Leclerc ?» L'expression d'Evelyn ne scia pas. « Mon client préfère rester anonyme à ce stade. Appelons-le un bienfaiteur. » Elle ouvrit le portefeuille. « Mon bienfaiteur est prêt à établir une fiducie. Cette fiducie couvrira intégralement toutes les dépenses médicales de Léna Dubois, passées, présentes et futures. Elle fournira également une allocation mensuelle généreuse pour ses frais de subsistance et de soins. » Anja la dévisagea sans voix. Ce n'était pas un procès, c'était un sauvetage. Une bouée de sauvetage lancée par une main invisible. C'était trop soudain. « Pourquoi ?» fut le seul mot qu'elle réussit à prononcer. « Pourquoi quelqu'un ferait-il ça ?» « Mon client croit en la philanthropie ciblée, » dit Evelyn suavement. « Il identifie les individus qui font face à des difficultés excessives et fournit une assistance. Considérez cela comme un cadeau sans condition. » Sans condition. Anja avait vécu assez longtemps pour savoir que rien, surtout de la part de gens qui employaient des avocats comme Evelyn Reed, n'était jamais vraiment gratuit. La suspicion revint, un nœud dans son estomac. « Où est-ce le piège ?» demanda Anja, sa voix plus forte maintenant. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Un sourire léger, presque imperceptible, effleura les lèvres d'Evelyn. « Il n'y a pas de piège au sens où vous l'entendez. Il y a cependant une condition, une formalité. » Elle fit glisser un unique document sur la table. C'était un accord de non-divulgation, dense en jargon juridique. Vous devrez signer ceci, acceptant de ne jamais discuter de la source de ces fonds, de cette réunion ou de mon client avec qui que ce soit,
pour quelque raison que ce soit. De plus, elle marqua une pause, son regard s'intensifiant. Mon client possède plusieurs galeries d'art et fondations. Il est toujours à la recherche de nouveaux talents à soutenir. Il est prêt à vous offrir une bourse personnelle importante, suffisante pour vous permettre de quitter votre emploi actuel et de retourner à vos activités artistiques à plein temps. C'était le rêve impossible et enfoui, offert sur un plateau d'argent. Quitter le restaurant, se remettre à la sculpture, s'occuper de Lena sans la terreur constante de la dette. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Et cela semblait profondément, fondamentalement faux. Ce n'était pas un cadeau, c'était une transaction. Un milliardaire anonyme essayait d'acheter son rêve et son silence. Pourquoi? Que cachait-il? Le souvenir du pourboire d'1 € refit surface. Cet acte de cruauté suivi de cet acte de générosité anonyme et écrasante. Ça ne collait pas, ça ressemblait à une manipulation. Un autre test plus sophistiqué. « Et si je signe ça ?» dit Anja en désignant l'accord. « Ce bienfaiteur m'offre aussi une bourse d'art. »« Une bourse très substantielle, » confirma Evelyn. « Donc il achète mon silence et il achète mon art, » déclara Anja, les pièces du puzzle s'emboîtant dans son esprit. C'était une cage dorée. Il résoudrait ses problèmes, mais il posséderait son histoire. Il transformerait son art, son âme, en un autre de ses actifs. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Anja vibra. C'était un SMS de son collègue, Benoît. Elle y jeta un coup d'œil. « Anja, tu ne vas pas le croire. Ce frimeur en costume, Thorne, le type qui était avec Leclerc, il vient d'entrer dans le restaurant. Il demandait après toi. Il avait l'air vraiment désespéré. Il a dit qu'il avait une offre pour toi qui était meilleure que tout ce que Leclerc pourrait jamais te donner. Laurent lui a dit que tu avais pris ton après-midi. » Le type avait l'air furieux. « Fais gaffe. » Un nouveau joueur venait d'entrer dans la partie. Grégoire Thorne. Il savait que Leclerc préparait quelque chose. Il essayait de l'atteindre avant son ancien patron. Anja leva les yeux de son téléphone, son esprit tournant à plein régime. Elle était prise entre deux forces puissantes et invisibles. L'une lui offrait une cage dorée, l'autre était un serpent dans l'herbe, offrant probablement une pomme empoisonnée. Elle regarda Evelyn Reed droit dans les yeux. La peur avait disparu, remplacée par une résolution froide et claire. « Madame Reed, dit-elle en repoussant l'accord non signé sur la table, j'apprécie l'offre. Elle est assez plus généreuse que je ne peux l'imaginer. Mais avant de signer quoi que ce soit, j'ai une condition à poser. » Evelyn Reed haussa un sourd, cils parfaitement dessinés. Personne ne lui posait de condition. « Je n'accepterai pas un seul centime d'un homme qui ne veut pas me regarder dans les yeux, » dit Anja, sa voix tremblant légèrement mais pleine de conviction. « Je ne serai pas le projet d'un bienfaiteur anonyme. Si votre client veut m'aider, il peut me rencontrer en personne et il peut me dire pourquoi. » Le sang-froid d'Evelyn Reed, aussi solide et impénétrable que le marbre du hall d'entrée, montra enfin une fissure capillaire. Elle resta momentanément sans voix, un événement si rare qu'il méritait d'être noté. Elle dévisagea Anja, non pas avec agacement, mais avec un nouveau respect, presque à contre-cure. Elle avait présenté la solution parfaite, une évasion clé en main d'une vie de difficulté. Et cette jeune femme venait de la repousser sur la table, exigeant la seule chose que Damien Leclerc n'accordait jamais, une audience personnelle. « Mademoiselle Dubois, » dit Evie. Hélène, se reprenant rapidement, son ton teinté d'un avertissement. « Mon client ne rencontre pas les gens. Ce n'est pas ainsi qu'il opère. Je vous conseille vivement de reconsidérer votre position. Cette offre ne sera pas renouvelée. »« Alors, je suppose que je vais devoir décliner, » dit Anja, un calme terrifiant l'envahissant. Elle se leva, ses jambes étonnamment stables. « Merci pour votre temps, Madame Reed. Veuillez transmettre mes regrets et ma condition à votre client. » Elle se retourna et sortit de la salle de conférence, traversa le bureau silencieux et opulent, et entra dans l'ascenseur, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Elle venait de tourner le dos à la sécurité, à un avenir pour Lena, à son propre rêve ressuscité. C'était la chose la plus folle et la plus autodestructrice qu'elle ait jamais faite, et cela lui semblait absolument juste. En sortant sur l'avenue Montaigne, le bruit de la ville revenant en force, elle sort, tille son téléphone et relut le SMS de Benoît. Grégoire Thorne. Une offre meilleure que tout ce que Leclerc pourrait jamais lui donner. Thorne était la clé. Il était le cadre mécontent et rétrogradé. Il était le maillon faible dans le monde de secrets de Leclerc. Il pourrait avoir les réponses dont elle avait besoin. Au lieu de rentrer chez elle, elle prit le métro pour retourner au Moineau doré. Elle trouva Benoît en train de polir des verres au bar. « Dis-moi tout ce qu'il a dit, » exigea Anja.
Les yeux de Benoît étaient grands ouverts. Anja, c'était bizarre. Il était tout en apparence, mais aussi en sueur, tu sais, désespéré. Il a dit qu'il savait que Leclerc essayait de t'atteindre et que tout ça était une arnaque. Il a dit que Leclerc ruinait les gens et qu'il voulait t'avertir. Il a laissé sa carte, m'a dit de te faire appeler jour ou nuit, a dit que c'était une question de vie ou de mort. Benoît fit glisser une lourde carte de visite et en relief sur le bar. Grégoire Thorne, consultant en stratégie globale. Il y avait un numéro de portable personnel dessus. L'esprit d'Anja était un tourbillon. Thorne dépeignait Leclerc comme un méchant. Cette charité anonyme n'était-elle qu'un prélude à une sorte de piège? Que pouvait bien vouloir Leclerc d'elle qui nécessiterait un stratagème aussi élaboré? Elle savait qu'appeler Thorne était un risque. Il jouait manifestement sa propre partition. Mais il était aussi la seule personne prête à parler. Elle avait besoin d'informations, d'un levier. Elle alla dans un café voisin, prit une profonde inspiration et composa le numéro. Thorne répondit à la première sonnerie. « Anja Dubois, j'espérais que vous appelleriez. Je suppose que vous avez eu une réunion avec la reine des glaces, Evelyn Reed. »« Comment savez-vous ça ?» demanda Anja, sa voix stable. « Je sais comment Damien fonctionne, » dit Thorne, sa voix un ronronnement suave et conspirateur. « Il trouve la faiblesse d'une personne et il l'exploite. Il vous offre de l'argent pour votre sœur, n'est-ce pas? Une bourse d'art. Il vous fait croire qu'il est un sauveur, mais c'est un diable, Anja. J'ai travaillé pour lui pendant 15 ans. Je sais. Que voulez-vous, monsieur Thorne? Vous aider, dit-il, le mensonge si lisse qu'il était presque crédible, et obtenir un peu de justice pour moi-même. Damien est obsédé par votre famille. C'est à cause de votre père, David Dubois. Anja se figea, la tasse de café tremblant dans sa main. Mon père? Il est mort depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Votre père était un génie, dit Thorne. Il a inventé l'algorithme de base sur lequel Leclerc Consolidated est construit, la source de toute la richesse de Damien. Et Damien l'a volé. Il a acheté l'entreprise pour laquelle votre père travaillait, a pris la technologie et a jeté votre père comme un déchet. Maintenant, il est vieux et rongé par la culpabilité. Toute cette comédie, le test, l'argent, ce n'est pas pour vous, c'est pour lui. Il essaie d'acheter l'absolution. Il vous installera dans une fondation, fera de vous l'égérie de sa générosité et utilisera l'histoire de votre père pour blanchir sa propre réputation. Vous serez une marionnette, Anja. Les mots la frappèrent comme un coup physique. C'était une histoire plausible et laide. Elle expliquait l'obsession, le secret, la générosité écrasante. Elle dépeignait Leclerc non pas comme un bienfaiteur, mais comme un exploiteur, tout comme il l'avait été 30 ans auparavant. « Quelle est votre offre, monsieur Thorne » demanda Anja, sa voix froide. « Simple, dit Thorne. N'acceptez pas son marché. Je documente les pratiques commerciales contraires à l'éthique de Damien depuis des années. Votre histoire est l'élément humain dont j'ai besoin. Nous allons voir la presse, le Monde, le Figaro. L'empire d'un milliardaire construit sur un génie volé, la fille du fondateur révèle tout. C'est une histoire énorme, ça le détruirait. Et pour votre coopération, je vous donnerai une commission d'intermédiaire de mes propres comptes. Disons 10 millions d'euros. Propres. Plus que ce qu'il vous offre, et vous pourrez dire la vérité au lieu d'être son animal de compagnie. 10 millions d'euros. C'était un chiffre stupéfiant qui changeait une vie. Et tout ce qu'elle avait à faire était de détruire Damien Leclerc. Elle y pensa. La rage qu'elle ressentait au nom de son père était réelle. Il avait fait du tort à son père. Il avait bâti un empire de 50 milliards d'euros sur l'héritage volé de sa famille. Thorne lui offrait la vengeance et une fortune en plus. Mais quelque chose clochait. L'histoire de Thorne était trop parfaite, ses motivations trop transparentement égoïstes. Il ne se souciait pas de la justice pour son pays, il se souciait de la vengeance pour sa rétrogradation. Il voulait utiliser son histoire comme une arme, tout comme il prétendait que Leclerc le faisait. Elle échangerait un marionnettiste contre un autre. Et puis elle se souvint de la note, l'artiste qui a réparé le pommeau. Leclerc ne l'avait pas jeté. Il l'avait lu, il avait répondu. Un homme essayant simplement d'acheter l'absolution ne se serait pas donné la peine d'un test personnel aussi complexe. Il aurait pu simplement demander à un avocat de faire un chèque. Il cherchait quelque chose de plus qu'un simple héritier à qui donner de l'argent. Il testait le caractère de son père. Anja vit tout l'échiquier. Leclerc, le roi coupable. Thorne, le chevalier vengeur. Et elle, le pion qu'ils essayaient tous les deux de déplacer. Il était temps pour le pion de faire son propre mouvement. « D'accord, monsieur Thorne, » dit Anja, sa voix sonnant étonnamment convaincante, même à ses propres oreilles. « Je suis intéressé.
Mais j'ai besoin de preuves, quelque chose de concret sur le vol du travail de mon père. Thorne mordit à l'hameçon. Bien sûr, j'ai des copies des documents de conception du code original de l'acquisition. Je vous les enverrai par email, vous verrez. Tout est là, noir sur blanc. Envoyez-les, dit Anja, et nous reparlerons. Elle raccrocha. 20 minutes plus tard, un email arriva d'un serveur sécurisé. Il contenait des documents scannés, des schémas et des lignes de code. Elle ne comprenait pas tout, mais elle reconnut l'écriture soignée et précise de son père dans les marges de plusieurs pages. C'était réel. Thorne lui avait donné l'arme. Mais elle n'allait pas l'utiliser contre Damien Leclerc. Elle allait l'utiliser pour obtenir sa réunion. Elle transféra l'intégralité de l'email à une seule personne, Evelyn Reed. Elle ajouta un message court et simple dans le corps du texte. « Madame Reed, il semble que votre client ne soit pas le seul à s'intéresser à l'histoire de ma famille. Monsieur Thorne a été très communicatif. Il m'a offert 10 millions d'euros pour porter cette histoire devant la presse. Ma condition initiale demeure. Je veux une réunion avec votre client, en personne. Maintenant, il a une raison d'accepter. Ce n'est pas une menace, c'est une demande pour la vérité. Anja Dubois. Elle appuya sur « envoyer ». Elle avait joué sa main. Le roi était en échec. Maintenant, elle allait voir s'il sortirait de derrière ses remparts. La réponse arriva moins d'une heure plus tard. Un appel d'un numéro masqué. C'était lui. « Vous aurez votre réunion ?» dit Damien Leclerc, sa voix un grondement grave. « Ma voiture sera là dans 1 heure. » La voiture ne l'emmena pas dans un bureau. Elle fila vers le nord le long de la Seine, arrivant à une magnifique maison de verre et d'acier perchée sur une falaise. Leclerc l'attendait sur une terrasse en pierre, l'air plus vieux et plus fatigué qu'au restaurant. « Je veux la vérité, » dit Anja, laissant de côté les plaisanteries. Il croisa son regard, le sien rempli d'un regret profond et ancien. « La vérité, c'est que Grégoire Thorne vous en a dit une partie, » commença-t-il, sa voix lourde. « J'ai bâti mon empire sur le génie de votre père, David Dubois. C'était un vol moral, et c'est le grand regret de ma vie. Je voulais réparer mes torts, mais je ne pouvais pas simplement vous donner de l'argent. Ma honte ne me le permettait pas. » Il continua, les mots une confession vieille de plusieurs décennies. Le test, le pommeau, le pourboire d'1 euro. C'était une tentative cruelle et égoïste de voir si la plus grande qualité de votre père avait survécu en vous. Sa grâce sous la pression, son intégrité. J'avais besoin de savoir si vous étiez sa fille en esprit, pas seulement de sang. Votre note a été la réponse. Vous n'avez pas seulement réussi mon test, Anja. Vous m'avez montré un caractère que je croyais ne plus exister. Il la conduisit de la terrasse à l'intérieur, contournant les somptueux espaces de vie et ouvrant une paire de hautes portes doubles. La pièce au-delà était le rêve d'un artiste. Un immense atelier lumineux rempli de blocs de marbre, d'outils de sculpture et doté d'un mur de verre vertigineux surplombant la rivière. « Ce n'est pas une aumône, » dit doucement Leclerc. « C'est une restauration. J'ai volé l'héritage de votre père, et ce faisant, je vous ai volé votre temps, votre concentration, votre chance de créer. Je vous le rends. » Il expliqua tout. Une fiducie permanente et inconditionnelle était déjà établie pour couvrir tous les besoins médicaux de Léna à vie. « C'est une dette remboursée, » déclara-t-il. « Mais ceci, » il désigna l'incroyable atelier, « c'est pour vous. J'ai créé la Fondation David Dubois pour les artistes émergents, avec une dotation initiale de 500 millions d'euros. Sa mission est de financer les artistes qui ont rencontré des difficultés. Vous serez sa première bénéficiaire. Et quand vous serez prête, vous aurez un siège permanent à son conseil d'administration. Vous ne serez pas mon projet. Vous serez celle qui trouvera et soutiendra les autres comme vous. » Anja entra au centre de la pièce, des larmes coulant enfin sur son visage. Ce n'était pas un sentiment de richesse, mais de libération. Le poids écrasant qu'elle avait porté pendant des années avait tout simplement disparu. Il ne lui avait pas seulement donné de l'argent, il lui avait rendu son but, son âme. Sa vie était changée à jamais, non pas par l'insulte d'un pourboire d'1 euro, mais par la force de sa réponse. Elle avait répondu à la cruauté par la grâce et avait débloqué non pas une fortune, mais un destin. Dans le calme de l'atelier, avec la rivière coulant sans fin en contrebas, Anja Dubois, Ide, l'artiste, ramassa un ciseau. C'était comme rentrer à la maison. L'histoire d'Anja nous enseigne une leçon puissante sur le monde dans lequel nous vivons. C'est un rappel que nos circonstances ne nous définissent pas, mais que nos réactions à celles-ci le font. Elle aurait pu réagir avec colère, avec désespoir, et personne ne l'aurait blâmée. Mais au lieu de cela, elle a choisi la dignité. Elle a choisi la grâce. Elle a choisi de voir de la valeur, là où quelqu'un d'autre n'en voyait aucune.
Ce seul choix puissant n'a pas seulement changé sa vie. Il a racheté un passé qu'elle n'avait jamais connu et a construit un avenir qui aidera d'innombrables autres. Son histoire est un témoignage du fait que la vraie force ne réside pas dans le pouvoir que l'on a, mais dans le caractère que l'on montre quand on n'en a aucun. Elle prouve que parfois, les plus petits gestes peuvent avoir les conséquences les plus profondes. Si l'incroyable parcours, Danja, d'une serveuse en difficulté à une vie pleine de sens, vous a ému, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Et pour plus d'histoires vraies qui inspirent et font réfléchir, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Quel est l'acte de gentillesse le plus marquant que vous ayez vu en réponse à une situation négative? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.